Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. À l'occasion de ce mois de l'engagement, c'est-à-dire du mois dédié à la jeunesse, j'ai la joie de pouvoir donner la parole à des jeunes qui partagent leur expérience de vie. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur la vignette de cette émission, ce n'est pas la plus jeune que je vais interviewer. J'ai vraiment l'honneur aujourd'hui de recevoir Hilda Kempf. Hilda a été une pionnière dans le monde de la jeunesse. Elle a sillonné le monde entier aux côtés de son mari en tant que missionnaire et plus particulièrement en Afrique. Aujourd'hui, elle nous partage son expérience comme une bouteille à la mer pour tous les jeunes qui se posent des questions sur leur engagement et sur comment Dieu agit dans nos vies. Hilda nous partage son histoire inspirante. Bonjour Hilda. Bonjour Philippe. Alors je suis très heureux de t'accueillir dans ce studio. Comme je l'ai dit en présentation, tu es notre doyenne. Alors on y va, on va commencer tout de suite par les questions qui fâchent. Et j'ose te poser la question, en quelle année tu es née ? En 1926. Ok, on va laisser quelques secondes à nos auditeurs pour calculer 1926, combien ça fait. Et je sais que tu es très forte en calcul mental, mais tu t'en souviens aussi. Donc tu as 98 printemps, Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc oui, on peut dire que tu es notre doyenne, de cette émission en tout cas, ça c'est certain. Et puis, au-delà de l'âge, il y a un parcours de vie extraordinaire que tu vas nous partager aujourd'hui. Très riche. Alors, le parcours, il commence, je suis fier parce que ça commence en Alsace. Oui, je suis née à Münster, là où il y a le fromage qui sent tellement bon. Alors, oui, tu es dans une famille qui est chrétienne déjà ? Oui, mes parents, je crois, quand je suis née, ils étaient adventistes. Mais avant, mon papa était protestant et puis ma maman... Oui, je crois aussi. Ils étaient protestants tous les deux. En tout cas, toi, tu es né dans la marmite. Voilà, exactement. Depuis que tu es né, tu as grandi dans l'adventisme. Tout à fait. Et puis, cette histoire commence aussi à l'âge de 4 ans, particulièrement, où ta famille reçoit un appel, ou en tout cas, il y a un poste qui s'ouvre, je crois, en région parisienne. C'est ça, oui. Le frère de maman a envoyé à maman, c'était Georges Abray, il a envoyé à maman je ne me souviens plus si c'est la Revue Adventiste ou le Signe des Temps. En tous les cas, il y avait on demandait un chauffeur, une camionnette, quelqu'un qui conduit la camionnette pour livrer les livres aux colporteurs. Et alors, papa s'est inscrit et il a tout de suite été accepté. Donc, pour les colporteurs, à l'époque, en France, il y avait des colporteurs un peu de partout. Oui. Il y avait la maison d'édition qui était donc en région parisienne, qui produisait des livres. Hein. C'était une imprimerie. C'est ça. Voilà. Et c'est là que mon papa travaillait. Et donc, il livrait des livres dans toute la France pour aller aux colporteurs. Voilà. Directement les livres qui étaient des livres sur l'éducation, sur la santé. Tout à fait. Puis il y avait aussi les abonnements de Vie et Santé, Signe des Temps et tout ça, oui. Voilà, des revues pour certaines qui existent toujours, qui sont toujours publiées. Oui. Alors, toi, tu arrives là à 4 ans. J'imagine que tu ne te souviens pas de grand-chose. Quand même, parce que tu sais, avant, mon papa et le père de mon papa, il était meunier. Il avait un grand moulin et alors les gens venaient apporter leurs grains et ils étaient moulus là-bas. Et alors c'était mon oncle et puis papa qui devait les livrer aux personnes, ou alors il y a des personnes eux-mêmes qui venaient chercher la marchandise. D'accord. Et alors, naturellement, ça nous a changé. Oui, vous êtes arrivé en région parisienne. Alors, bon, c'était pas ce que la région parisienne est aujourd'hui. Vous étiez à Damary-les-Lys. Voilà. À ce moment-là. Voilà. Toi, tu grandis dans cette famille. Tu t'investis petit à petit dans l'église aussi. Oui, c'est ça. Particulièrement au niveau des missionnaires volontaires, peut-être. Oui, et puis j'ai tout de suite participé à JA. Et puis j'ai été totémisée par Sylvain Ballet. Oui. Et puis après j'ai continué. Et puis enfin par la suite je me suis dit ça peut toujours servir. Alors, dans ta vie, bien sûr, tu vas rencontrer un homme. Oui.
Et- Oui, c'est-à-dire on la rencontre parce que chaque année, du fait que la famille est en Alsace, alors chaque année on allait là-bas et alors on allait à l'église d'Oberhofen et Henri était dans cette église. Alors Henri, de son petit surnom, qui deviendra quelques années plus tard ton mari. Oui, c'est ça. C'est le coup de foudre? Enfin, c'est sa maman. Sa maman qui paraît-il, elle a eu un œil sur moi. Alors, bon, après, comme il était à Collonges et qu'il étudiait, alors on s'écrivait, quoi. Alors tu me racontais un fait hors antenne sur Henri. Vous n'étiez pas encore mariés, toi tu restais à Damary, lui il était à l'époque, il a commencé sa théologie, il a commencé en Allemagne. Oui, Hein, à c'est Darmstadt, et puis comme lui- c'était pas loin de l'Alsace, alors il allait en vélo. Alors quand tu nous dis pas loin, ça Oh, représente 120 kilomètres, oui, 120 km comme ça pour s'échauffer. Il allait à l'école à Darmstadt. c'est ça. Et puis rapidement, Henri va revenir sur Collonges-sous-Salève, Oui. où là il va poursuivre sa formation théologique. C'est ça. Et alors, naturellement, il a fait comme tout le monde, il a fait du colportage. Et alors, comme il est en Alsace, alors il allait à Kiel. Et à Kiel, il y avait les Français qui étaient là. Et puis, alors, il a bien vendu. Donc Kiel, c'est la frontière, hein, Oui. c'est juste derrière le Rhin, côté Voilà, allemand. à côté de Strasbourg. Et puis là, un jour, alors vous êtes fraîchement marié, j'ai envie de dire, à Collonges. Un jour, vous recevez un appel, mais qui n'est pas vraiment un appel finalement. Ben, c'est-à-dire que, comme à Damary, il y avait souvent des conventions de colporteurs. Alors, les familles avaient à table parfois 3, parfois 4 personnes. Et alors, ils nous racontaient leurs expériences. Et nous, les gamins, ben, on était heureux d'avoir de... Et alors, c'est ça qui nous a un peu stimulés, parce qu'ils ont tellement d'expériences intéressantes pour des gosses que... Oui, ça a fomenté. Puis alors, on avait le bulletin d'émission qui racontait. Et pour nous, c'était nouveau, quoi. Là, Henri, il est pasteur à ce moment-là à Strasbourg. Ah non. Non. Non, il était évangéliste quand nous sommes partis en Afrique. D'accord. Alors Et là- après, il est devenu pasteur à Accra. Donc finalement, au début, c'est ce goût de l'aventure. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui. 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 C'est vraiment le goût de l'aventure. Oui, parce que lui aussi, il a dit ça l'intéresserait d'aller en voyager et puis aller en mission. Alors on va le dire tout de suite. Vous êtes parti combien de temps en mission? 21 ans. 21 ans, dans plusieurs pays en Afrique. On va y Oui. revenir dans un instant. Et le premier pays où vous partez, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, et Mais pour aller en Côte d'Ivoire, vous n'y allez pas en avion. non, parce que c'était trop cher. Alors, on prenait le voyage en bateau et ça durait 13 jours. Alors, nous partions soit de Marseille jusqu'à Abidjan, soit de Bordeaux jusqu'à Abidjan. Alors, on a eu le Mangin, on a eu le Foch, on a eu oui, on a eu plusieurs bateaux comme C'est ça. des bateaux militaires, là, finalement. Oui, oui. D'accord, Oui. vous voyagez sur des bateaux militaires. Oui, c'est ça. Et là, dans ce trajet, il y a déjà des échanges avec d'autres missionnaires, finalement. Oui, c'est ça. Le missionnaire Aimé Kozandé, il partait sur Cameroun. Alors, naturellement, il s'est arrêté à Abidjan, puis après, il a continué. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Aimé Kozandé, je vais permettre de oui, resituer. oui, c'est ça. le grand-père de Gaël Kozandé. Ah, tiens! C'est ça, hein, normalement, Ah, voilà, tiens. si je me trompe pas, Oui. dans la généalogie, donc qui a été le premier missionnaire au Cameroun. Ah, si c'est ça. je ne me trompe pas. Ah Et oui, qui a fondé notamment cette université qui porte aujourd'hui son nom. son nom. Ah, L'université très Kozandé, bien. voilà. Ben, vous m'apprenez J'espère ne quelque pas avoir chose. dit de bêtises. Non. Mais en tout cas, il y avait déjà ce partage avec Aimé Kozandé Oui, c'est ça. sur ce qui se vivait en mission. Et alors lui, eh ben, en cours de route, on a parlé un peu qu'est-ce que nous allons trouver. Mais même déjà, quand on a voyagé, on s'est arrêté à Alger, Casablanca, et puis il y avait déjà des missionnaires qui étaient là. Eh bien, on a été déçus quand on est arrivé à Dakar. Dakar, on a trouvé que c'était une ville sale. Et il y avait des... Enfin, non, c'était... On a été déçus. On a dit si c'est comme ça l'Afrique, et puis enfin après, naturellement, c'était pas le cas. Et alors, Oui, j'allais dire, il y a eu un petit... Entre le rêve de partir en expédition, en aventure, et déjà le trajet, est-ce qu'il y avait un peu de démotivation? Non.
Non, parce que même sur le bateau, il y avait des pères blancs qui allaient jusqu'au Cameroun et on a bien parlé avec eux en disant comme quoi, nous on croyait en Marie et puis Marie observait le sabbat. On essayait déjà de faire un petit peu de relations pour le moment. Et on a eu beaucoup de... Parce qu'on avait le temps pendant la semaine, pendant la journée. Et alors les enfants, eux, ils allaient, il y avait d'autres personnes qui s'occupaient d'eux, ils allaient nager. Et comme c'était de l'eau de mer, alors c'était, ça les portait. Alors non, c'était un bon séjour. Alors je pense que là déjà on peut dire aussi, tu vas le vivre dans différentes expériences, j'imagine, mais quand il y avait ce départ en mission, forcément vous étiez en lien avec d'autres missionnaires. Là tu parlais des pères blancs, donc c'est des prêtres catholiques, voilà, ou des missionnaires catholiques. Donc il y a forcément un lien parce qu'il y a le pays d'origine, il y a la langue. Voilà. Et sur place, quand il y a des défis, vous vous aidez les uns les autres aussi. C'est ça, exactement. D'ailleurs, quand il y avait la fête du 14 juillet ou la fête de Noël, comme ça, on était tous les missionnaires, on était ensemble, voilà, c'est ça. Et puis alors, naturellement, quand c'était le moment du repas, eh bien, nous, on était avec les musulmans, parce qu'on ne mangeait pas de viande, c'est ça. Et alors, non, on avait vraiment de très bons liens sur le bateau. Alors, vous arrivez en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Oui. Et là, comment ça se passe? Eh bien là, c'est mon frère qui nous reçoit parce que c'est lui qui était le directeur le président de la mission. Et alors, il est resté là-bas quelques années. Alors, et puis on peut le citer. Gérard Goutekunst. Voilà. Gérard Goutekunst. Et alors après, quand sa femme était enceinte, il a fallu qu'il rentre de nouveau parce qu'il y avait une incompatibilité sanguine. Et alors c'est à ce moment-là qu'on a quitté Bouaké pour prendre la place de président à Côte d'Ivoire. Alors à ce moment-là, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, juste pour nous représenter un petit peu, oui. on voit cette ville aujourd'hui qui grouille, cette ville qui est vivante, il y a beaucoup de lumière, de couleurs. Quand vous arrivez, est-ce que c'est cette image-là, déjà à l'époque, ou est-ce que c'est un petit gros village? Non, c'est-à-dire le président était Houphouët-Boigny et il était très très aimé. Et c'était un pays, pour ainsi dire, tout pousse. Même sans... je me souviens, on nous avait donné à la mission une petite biche. Et alors on a fait une clôture, alors on a mis des bâtons, et tous les bâtons, ils ont fleuri. Et c'était tellement prospère. Alors il y a le cacao, c'est vraiment un pays riche. Et vous, l'église à ce moment-là, là-bas, elle existe comment? Il y a beaucoup de communautés, beaucoup de membres? Oui, c'est-à-dire, oui, il y avait beaucoup de membres parce que nous étions le missionnaire numéro 7. C'était votre matricule numéro 7? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, on était le missionnaire numéro 7. Alors on a simplement continué à suivre parce qu'il y avait déjà des écoles. Alors il fallait Et alors c'était bien comme travail dans ce sens qu'il y avait déjà beaucoup de membres. D'accord. Alors, vous arrivez, vous avez les enfants en bas âge aussi? Oui, Étienne, il avait 20 mois et j'attendais ma fille qui est née le même jour, mais 2 ans après. D'accord. Et le voyage a été formidable. J'ai eu un voyage, j'aurais jamais cru en étant... Oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, c'était vraiment... les autres fois, parce qu'on a fait 6 fois le voyage en bateau, mais j'étais malade comme tout. Mais en attendant ma fille, non, ça allait toute seule. Tant mieux. Alors, vous partiez vers quoi? Pour faire quoi là-bas? Eh bien, on partait là-bas pour être missionnaire, un missionnaire de plus, quoi. Donc, votre rôle, c'était quoi? C'était la prédication, l'école? Oui, c'est ça. Alors, nous, quand nous sommes arrivés, on est resté simplement 2-3 jours à Abidjan. Et puis, alors, ensuite, on est allé à 300 km à Bouaké. Et là, il y avait une école de 300 élèves. Il y avait 6 classes de 50 élèves chaque fois. Et quand nous sommes arrivés, le missionnaire était déjà parti depuis 6 mois. Alors il a fallu de nouveau remettre les choses au point parce que les élèves ne voulaient plus s'inscrire, ne voulaient plus... enfin, il y a un tas de choses. Alors nous, on est allés au gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans une école.
Alors, en arrivant à Boaké, comme à chaque fois, vous allez voir les autorités pour vous mettre à disposition. Voilà. Et puis alors à Boaké, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il y avait un puits de 80 mètres et il fallait pomper tous les jours 500 fois, il fallait pomper pour que l'eau monte en haut de la maison. Et alors ça faisait, alors tous les jours. Alors une fois c'était le boy, une fois c'était Henri, enfin c'était à tour de rôle, nous faisions ça. Et alors comme lumière, on avait des lampes à pétrole. Et alors naturellement, ça éclairait, mais ça chauffait aussi. Et alors le frigidaire lui-même, il était à pétrole, et alors il durait à peu près 1 mois. Et au bout d'1 mois, il fallait retourner le frigidaire pour que le pétrole remonte de nouveau à l'entrée. Et alors après, ça marchait de nouveau 1 mois. Alors, vous êtes allé voir les autorités de la ville, de Boaké. Oui. Et là, quelles étaient leurs attentes? Eh bien, ils ont dit justement que si on ne clôture pas l'école, ils nous la reprennent. Parce que c'est soit vous encadrez votre propriété, soit nous, on vous exproprie. En fait. Voilà, exactement. Alors, naturellement, en arrivant, Henri ne connaissait, mon mari ne connaissait pas la maçonnerie. Alors, on est allé voir au dragage, et puis alors, ils nous ont expliqué, il faut tant de ciment, tant de... et puis alors, tout ce qu'il fallait faire. Et alors, tous les soirs, après l'école, tous les moniteurs, on les a mis à contribution, et alors, ils ont fait des poteaux. Et comme la clôture, le pourtour avait 600 mètres, on a fait 150 poteaux. Et alors, après, on a, entre les poteaux, il y avait des trous et on mettait du fil de fer barbelé. Et là, vous avez fait ça, justement, et vous avez été tranquille oui, alors après, on a eu, pour ainsi dire... votre propriété. Voilà, après, c'était notre propriété parce qu'on était encadrés. Quand vous êtes resté dans cette région, en Côte d'Ivoire et particulièrement à Boaké, est-ce qu'il y a une expérience spirituelle que vous avez vécue qui t'a marqué particulièrement? À Boaké, on avait des manguiers. Et puis alors les petits bigas, on appelait les bigas les enfants, et ils venaient ramasser les manguiers, et puis après ils venaient chez nous pour nous les vendre. Alors nous, on disait quand même, écoute, ça nous appartient à nous. Enfin bref, c'est des expériences comme ça qu'on a vues. C'est une expérience de vie. Voilà, expérience de vie, oui, c'est ça. Okay. Mais autrement, les élèves étaient assez bien, on peut dire, parce que Henri a fait, après 1 an, il a ouvert la 6e et il a ouvert la 5e. Et alors après, on est retourné à Abidjan. Donc le travail était quand même plus en tant qu'enseignant, à ce moment-là, véritablement enseignant, un peu moins au niveau pastoral à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Enfin, on le faisait quand même parce que on avait chaque matin quand même un texte, voilà, une méditation, et puis c'était assez bien pris par les élèves, quoi. Ils étaient assez bien pris. Alors, là, il y avait une population qui était quand même majoritairement chrétienne à ce moment-là. Oui. Quelques années plus tard, vous allez partir dans un autre pays. Oui, c'est ça. Après, on était 6 ans, donc, en Côte d'Ivoire. Et alors après, on nous a dit, parce que tous les ans, en janvier, il y avait le comité d'union. Et alors, naturellement, il y avait, là où nous avons travaillé, il y avait 3 territoires français et 4 anglais, et puis 3 territoires français. Il y avait Sierra Leone, Nigeria. Là, je ne vais pas pouvoir t'aider. Oui, c'est ça. Attendez. Sierra Leone, Libéria. Enfin, ils étaient 4 pays français et 4 pays. Et en France, il y avait Côte d'Ivoire, Togo, Dahomey et Haute-Volta. Et alors, quand naturellement Henri allait au comité, il n'y avait pas grand-chose à faire puisque justement, on était simplement nous tout marchait sur des roulettes. Et alors, quand Henri a entendu au comité, alors il voyait que dans les territoires anglais, il y avait des écoles, il y avait des dispensaires, il y avait
toutes sortes de choses, et nous, on n'avait rien. Alors, il a dit, bon, l'année prochaine, quand j'irai au comité, je vais montrer un peu que nous existons. Et il a fait une très grande carte, et il a mis tous les territoires anglais en rose pâle, et tous les territoires français, vert pâle, et les territoires français en rouge phosphorescent. Et alors, pour montrer, alors après, il disait, pour l'hôpital, on n'a rien reçu. Pour l'éducation, 1%. Enfin, il a énuméré que, pour ainsi dire. Et je me souviens, le président Tard, il a dit, j'aime shame d'avoir rien fait pour les territoires français. Ils avaient promis que l'année suivante, on aurait le 13e sabbat et qu'on ferait. Et à partir de l'année suivante, alors l'œuvre a commencé à se développer dans les territoires français. Donc là, vous avez changé de territoire à ce moment-là. Après, vous êtes parti en Haute-Volta. Non, nous sommes partis après au Togo. Ah voilà, donc il y a eu une période au Togo. Voilà, c'est ça. Vous êtes resté combien de temps au Togo? 7 ans. Et au Togo, quelle était votre mission? Alors, Togo, même chose. On a été voir. Là, c'était un peu spécial parce que, comme il y avait le comité, à midi, ceux qui étaient venus au comité étaient répartis dans les familles pour le repas. Et là, ils entendent que le président Olympio, il a été assassiné. Et alors on a dit, mais quand même, ce matin, au comité, on a décidé comme quoi on ouvrait l'œuvre. Mais alors ça ne va pas marcher. Et en effet, pendant 1 an, la frontière était fermée. Et alors, ensuite, naturellement, on est allé seulement 1 an plus tard, en 1924, on est allé... 54, on est... 64, excusez-moi. On est allé là-bas, alors à ce moment-là, on a pu rentrer. Et puis, après, Henri a fait des conférences, et dans les conférences, il y avait la sœur du président assassiné qui était là, et qui s'est beaucoup intéressée. Elle nous a dit, vous savez, si mon frère n'était pas mort, vous ne seriez jamais rentré au Togo. Parce qu'il ne voulait aucune autre religion que la religion catholique dans le pays. Alors on a dit, quand même, Dieu a fait le jour où on a décidé de rentrer, Dieu a mis obstacle, puisque justement la personne qui ne voulait pas nous avoir, elle a été décédée. Vous étiez, quand elle a dit ça, sa sœur, vous étiez un peu partagée, peut-être, non? Non, c'est-à-dire qu'elle était très intéressée. Et après, elle s'est fait baptiser. Et c'est au moment de son baptême qu'on a dit, qu'est-ce qui vous a... Et elle nous a raconté cette histoire. Elle a raconté que, justement, on ne serait jamais rentré si son frère vivait encore. D'accord. C'est là où il y a un basculement finalement dans votre ministère aussi. Ce n'est pas que l'école ou que l'enseignement, mais c'est aussi l'évangélisation à ce moment-là que ça commence vraiment. Mais au Togo, c'est le pays du vaudou. Alors, il y a des amulettes, il y a des gris-gris, il y a tout ce que vous voulez. Et alors, ils ont peur. D'ailleurs, lorsqu'on avait instruit des membres, on leur disait qu'ils nous donnent leur allumette, leur amulette. Et alors, quand on voyait qu'ils avaient on dit, toi, t'es pas encore prêt. Alors, on leur donnait des études bibliques encore pendant quelques mois pour que vraiment, ils se débarrassent. Puis après, ils disent que c'est nous qui prenions ces amulettes pour nous protéger. On a dit non, simplement, on vous empêche de, pour ainsi dire, retourner à votre ancienne façon de voir les choses. Tu le dis très joliment, votre ancienne manière de voir les choses. Mais je sais que ce combat a été un combat un peu difficile parfois. Très difficile. Face à... On a eu beaucoup de difficultés. Même une fois, nous avions un moniteur, et ce moniteur, il était fâché contre l'Église, l'Église, parce que justement, on ne voulait pas faire ce qu'il voulait. Alors on lui a dit, mais écoute, c'est pas nous, c'est la règle de la mission.
Et puis, quand on est parti en congé, il a payé un marabout pour faire tomber l'avion. Puis naturellement, on est parti, on est resté 3 mois en congé. Puis quand on est revenu, tout le monde a ouvert les grands yeux. Mais comment vous êtes encore là? Et ça a donné beaucoup d'impact aux gens en disant comme quoi il y a quelqu'un de plus fort pour eux que simplement les marabouts, les amis. C'était impressionnant. Il y a un troisième pays. Alors après, quand on a fait 7 ans là-bas, on nous a donné un study leave. C'est-à-dire, on est allé à la conférence générale. Il y avait donc aux États-Unis. Alors vous savez, quand on vient d'Afrique et qu'on arrive avec tous ces drapeaux et des milliers de gens, vraiment c'était impressionnant. Ouais. Et alors là, on nous a donné un study leave de 15 mois. Henri a fait sa licence en anthropologie pour apprendre l'étude des races. Et alors, ça nous a beaucoup servi en Afrique, naturellement. Alors, il faut dire qu'à l'époque, voilà, vous aviez déjà passé 12 ans en mission. Oui. C'était en fait une année sabbatique qu'on vous proposait de vivre. Profiter de s'enseigner, d'affiner vos connaissances alors tu parlais de races, de ce qu'on appelle aujourd'hui les ethnies, hein, c'est-à-dire de comprendre l'anthropologie, comment fonctionnent les peuples, les relations les uns avec les autres. Et après cette année de break, de césure... Eh bien, pendant ce temps-là, les enfants, naturellement, ils se sont perfectionnés en anglais. Voilà. Ils ont étudié pendant 1 an. Oui. Il y avait 2000 élèves. Et puis alors, naturellement, on avait un salaire de la métropole, oui, c'est ça. Alors, on était obligé de travailler. Alors, Henri travaillait à la ferme. Alors, vacances, voilà, c'est demi-vacances. Voilà, c'est ça. Venez vous reposer, mais il va falloir quand même que vous payiez pour vivre là-bas. Tout à fait. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors, Henri, il devait s'occuper de la ferme. Alors, quand il y avait des vaches en chaleur, on prévenait, et puis alors on faisait l'insémination artificielle. Et puis moi, je travaillais de nuit à l'hôpital. Et alors, on a fait ça pendant un certain temps. Puis les enfants, ils allaient ramasser les fraises et puis les vendaient aux étudiants qui étaient là. Et puis, Annie, elle a acheté sa petite mobilette et puis Étienne a acheté sa petite moto. Alors, on a eu quand même une compensation, quoi. Alors après, vous êtes reparti en Afrique, en Haute-Volta. Voilà. À l'époque, ça s'appelait... la Haute-Volta, et aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. Voilà, exactement. C'était pas trop difficile de quitter les États-Unis pour repartir en mission? C'est-à-dire, on pensait que quand on reviendrait, on irait de nouveau au Togo, mais là, on nous a demandé d'ouvrir l'œuvre. Oui, enfin, vous savez, le Burkina maintenant, eh bien, à cette époque-là, c'était un des 10 pays les plus pauvres du monde. Et les gens étaient tellement sympathiques, tellement travailleurs. C'est eux qui travaillaient dans les cacaos et les pays voisins. Et vraiment, ils étaient... Non, donc, là, vous êtes parti quand même du coup du pays quasiment le plus riche au monde, les États-Unis, pour aller dans le pays le plus pauvre. Voilà, exactement. Donc quand vous arrivez, je repose la question c'est ça. Quand vous arrivez, la même démarche, vous allez voir les autorités pour vous mettre à disposition. C'est ça. Il n'y avait pas d'adventiste à ce moment-là quand vous arrivez en Haute-Volta? Ou très peu? Non, il n'y avait personne. Voilà, il y avait 2 personnes. Quand tu dis ouvrir l'œuvre, c'est-à-dire que vous étiez les premiers missionnaires adventistes à arriver en Haute-Volta. Exact, oui, c'est ça. Et arrivé là-bas, on est allé voir devant le président, demandant qu'est-ce que le président pays de la République. Voilà. Quels sont vos besoins? Parce que nous arrivons et nous sommes là. Et au bout de 6 mois, on a déjà eu la permission de rentrer. Là, on est étonnés parce qu'après nous, il y a eu les baptistes qui sont rentrés, les méthodistes et comme ça, et ils ont mis plus d'1 an parce que chez nous, on avait naturellement des références. Et alors, Henri avait fait un dossier pour montrer, on avait mis comment il s'appelle? Les écoles, les dispensaires qui avaient déjà été implantés dans d'autres pays voisins. Et puis alors, eux, ils ont fait des démarches pour demander. Et alors, partout où on avait passé, on avait... il n'y avait pas de bagarre ni rien, on avait toujours... Puis on a toujours essayé d'aider le pays, parce que ils ont quand même besoin.
Et qu'est-ce que vous a dit le président de la République à l'époque? Alors, le président de la République a dit « Je ne veux pas d'école ». Parce que dans les écoles, les élèves font pousser leurs longs ongles, ils mettent des lunettes à verre neutre, et alors ça fait intellectuel. Alors quand on est intellectuel, eh ben, on est tout de suite haut placé, et puis on ne peut plus rien faire. Alors, Il avait peur de la révolution, en fait. voilà. Alors, à cet endroit-là, on a ouvert une école d'agriculture. D'accord. Ah, vous avez contourné en disant « Ah, on fait de l'agriculture ». Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, comme c'était un pays pauvre, alors il y avait 3 lacs. Et alors, le gouvernement nous a dit qu'on pouvait choisir. Et on a choisi le lac qui avait le plus de profondeur. Parce qu'avec l'évaporation de l'eau, il y a 2,50 m qui partaient chaque année. Alors, il fallait encore le fond. Et alors, on a fait venir un ingénieur qui venait d'Égypte, et alors lui là-bas, naturellement c'est sec, et alors ils nous ont montré comment faire. Alors on a pris un endroit où il y avait un dénivellement, et alors il y avait des tuyaux qui passaient avec des trous, tous les mètres. Alors ça n'a jamais été arrosé par en bas, mais toujours par les racines. Et alors, naturellement, on a eu chaque année énormément de gens qui venaient. Il y avait des papayes, il y avait des eucalyptus, il y avait de la fraise, il y avait tous les légumes, carottes et comme ça. Et alors, les enfants venaient avec leur plateau, et puis ils allaient de bureau en bureau, et puis au lieu de donner des bonbons, n'importe quoi, ils donnaient des carottes, enfin, ils vendaient. Et puis alors, les gens qui venaient aussi, on avait 40 élèves. Et on a pris des élèves qui se trouvaient près d'un endroit où il y a un lac, pour qu'ils puissent, quand ils rentrent chez eux, continuer à faire le travail. Et alors, il y a seulement, en Haute-Volta, il ne pleut que 3 mois dans toute l'année. Même si le ciel est gris, même si le ciel est sombre, jamais il pleut. Alors on pouvait stocker le ciment, tout, on pouvait le stocker dehors, on savait qu'il ne pleuvait pas. Alors moi je suis surpris quand je t'entends, parce qu'on entend des fois des récits de missionnaires où il y a eu des périodes de guerre, il y a eu des famines, etc. Et à chaque fois que je t'entends, Hilda, il n'y a jamais de choses négatives qui sont arrivées. Si. C'est en Haute-Volta. Oui. En Haute-Volta, on a eu, en 73, il y a eu la famine. Et alors, naturellement, il y a le blé poussé, mais il y avait rien sur l'épi. Il y avait une personne que nous connaissions, un Touareg, qui avait 220 bœufs. Il n'en restait plus que 2. Il avait des chèvres aussi. C'est-à-dire, nous avons pris une photo d'un lézard qui commençait à monter, et au milieu de son chemin, il s'est arrêté. Il est devenu sec, voilà. Il est devenu sec. Et ça sentait pas mauvais. Il y avait vraiment, partout, il y avait des cadavres, et ça sentait pas mauvais. C'était tellement sec. Et alors là, à ce moment-là, on a demandé à l'œuvre s'ils pourraient pas nous donner. Et ils ont donné beaucoup de choses en vêtements, en nourriture, et on a eu beaucoup de la part de l'œuvre en France. Donc même quand il y a eu une catastrophe, toi tu ne vois que des bénédictions quand même qui sont arrivées. Ah oui, absolument. Absolument. C'était, je sais pas, on dirait que à tout moment Dieu était à l'œuvre. Et puis il se manifestait, et puis on leur montrait, mais vous voyez, il y a rien, mais il y a quand même ça. Et puis soyez heureux et reconnaissants. Quelle est peut-être la plus belle expérience spirituelle que toi tu aies vécue dans toutes ces expériences, en Côte d'Ivoire, au Togo ou en Haute-Volta? Je me souviens qu'on avait employé un monsieur qui, lui, il était notre traducteur au début. Parce que naturellement, on ne pouvait pas avoir la langue. Et après, quand au bout de 3-4 mois, on avait d'autres amis, ils étaient tout à fait étonnés. Ils ont dit, mais vous savez, votre traducteur, il ne traduit même pas ce qu'on lui dit. Alors, on ne sait même pas comment ça a été interprété au début. Mais quand on a entendu ça, alors après, bien, cet homme-là aussi, il était moitié à l'église et puis moitié à côté. Alors, oui, mais comme expérience,
Disons, nous-mêmes, on faisait chaque jour presque des expériences. Ouais. Oui. C'était quelque chose de continu, finalement. Oui, c'était presque naturel, sans vous poser de questions. Voilà, c'est ça, c'était... Et malgré des petits obstacles, comme là, cette histoire de traducteur, vous arriviez à avancer, à travailler, à partager l'évangile, ou votre œuvre d'éducation aussi. Et puis alors, vous savez, on n'allait pas directement sur la Bible. Ils avaient tellement d'autres choses à apprendre. L'hygiène, et puis... des besoins fondamentaux en premier. Voilà. Comment se nourrir, comment garder une hygiène, comment se guérir. Et vous voyez, il disait toujours que l'homme ne peut pas mourir de sa nature. Quand une personne âgée mourait, il rentrait dans un crocodile. Alors quand on était à la mare de crocodiles, il y en avait plein autour du lac. Et puis, il y avait frère Beach qui était venu nous visiter. Eh bien, il tenait la queue du crocodile. Et puis on lui a dit, vous risquez rien parce que vous êtes derrière. Mais surtout, ne vous mettez pas sur le côté, parce qu'avec sa queue, il serait capable de vous couper la jambe, ou bien avec sa gueule. Oui, c'était... C'est pas, c'était... En disant, on s'était mis... en eux, quoi. Alors, justement, ça évoque peut-être la dernière chose qu'on voulait aborder ensemble. Si je te pose comme question, qu'est-ce que tu retiens de tout cela? Au départ, vous êtes venu avec Henri pour apporter, pour aider, avec une mentalité, tu me disais, européenne. Voilà. Oh, les pauvres petits Africains. Voilà, c'est ça, tout à fait. Oui. Et puis, eux-mêmes nous ont appris énormément. On a vu. Puis, vous savez, quand on avait de la visite qui venait, parce que comme on était de la division nord-européenne, alors les gens venaient toujours dans les comités. Puis dans les comités, alors c'était 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais quand ils venaient chez nous, on contrôlait chaque année naturellement nos comptes et tout ça. Et puis on nous donnait l'argent, mais il fallait naturellement chaque mois bien calculer. Et alors on emmenait, nous, ces gens qui venaient, on les emmenait en brousse. Alors on voyait quand les personnes prenaient de l'eau très profond, ou alors quand ils milaient les choses. Alors ils avaient vu quelque chose de l'Afrique, parce qu'ils ont dit autrement, dans les comités on n'entend rien, on entend, oui, mais on reconnaît rien de l'Afrique. Alors ils aimaient bien venir chez nous, et alors en même temps, pour nous, ça nous donnait l'occasion d'aller visiter les paysans, et puis qui étaient vraiment... Merci beaucoup, Hilda, de ton témoignage. Est-ce que tu voudrais bien nous laisser un dernier texte biblique qui pour toi a été marquant, ou plusieurs textes, comme tu veux? L'Éternel est pour nous un refuge dans la détresse, il ne nous laisse pas tomber, il a toujours... Il faut pas lâcher sa main, il faut vraiment compter sur lui, parce que lui nous aime et lui veut que notre bien. Non, il faut jamais lâcher sa main, parce que est-ce qu'il y a un texte biblique qui pourrait résumer comme ça? C'est le mot de la fin, il n'y a pas de souci, Hilda, avec ça aussi. Merci aussi, c'est ton slogan quelque part, c'est ce que tu retiens, ne pas lâcher sa main. Non, oh non, surtout pas, parce que en toutes circonstances, c'est lui le maître de l'univers, et il faut que tout le monde croie en lui, en Jésus quand même, qui a été notre modèle, puisque sur la terre, eh bien, il a eu que des souffrances, et quand on pense à tout le bien qu'il a fait, tout... Ah, c'est incroyable. Alors moi, je voudrais te remercier aussi d'être venu déjà. On va aller écrire, comme d'habitude, ce petit mot d'encouragement, ne lâche pas sa main, sur notre mur des témoignages. Mais je voudrais aussi, voilà, en tant que doyenne de la JA, t'offrir un foulard qui n'existait pas à l'époque. Mais je voudrais tout simplement te dire merci. D'avoir apporté ce témoignage d'ancienne cheftaine JA. Mais vu qu'on le reste JA un jour, JA toujours, voilà, te dire merci en t'offrant ce petit cadeau. Eh bien, j'ai eu aussi, du Togo, un costume, c'était marqué 50 ans de... Oh, merci. Oh, ça ira dans ma tombe.